Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de sécurité des systèmes industriels, sujet au centre des préoccupations de nombreuses entreprises. Mais que sont les systèmes industriels? Ce sont les systèmes qui permettent de fabriquer de la nourriture, de l'énergie ou des médicaments. Ce sont aussi grâce à eux qu'on fait rouler les trains. Somme toute, ce sont les systèmes qui permettent de réaliser des actions dans le monde physique à l'aide d'instructions provenant du monde logique. Ce sont eux qui pilotent les lignes de production au sein de nos usines. Mais ces systèmes sont vulnérables, comme le démontrent les nombreuses attaques recensées à travers le monde ces dernières années. Par exemple, Stuxnet en 2010 ou Black Energy en décembre 2015 en Ukraine. Dans ce tutoriel, on vous propose d'attaquer les automates industriels qui permettent de contrôler les trains. Pour ce faire, retrouvons notre expert cybersécurité en système industriel. Allons-y, embarquons! Alors Arnaud, tu nous expliques? Un SI industriel est composé de deux parties, le réseau de production et le réseau de supervision. Le réseau de production est composé d'automates industriels qui pilotent des capteurs et des effecteurs qui interagissent avec le monde réel, et le réseau de supervision, qu'on appelle aussi parfois réseau SCADA, qui lui va piloter ces automates. Il est composé de serveurs de supervision, de postes opérateurs et parfois de consoles de maintenance. Donc c'est bien l'ensemble de ces deux éléments, la supervision et la production, qu'on appelle SI industriel. Et il faut également savoir que généralement, ce SI est connecté d'une manière ou d'une autre au SI bureautique ou SI de gestion, mais parfois aussi directement sur Internet. Et du coup, pour attaquer ces systèmes industriels, nous allons exploiter des vulnérabilités. Quels sont les principaux risques et les grandes familles de vulnérabilités qui affectent ces systèmes? Alors on a 6 grandes familles de vulnérabilités qu'on va détailler. La première, c'est l'organisation et la sensibilisation. Il faut savoir que généralement, les responsabilités cybersécurité ne sont pas bien définies sur site et les acteurs ne sont pas sensibilisés à la cybersécurité. Celle-ci n'est par conséquent pas prise en compte dans les projets. Un autre sujet, c'est la supervision sécurité. Le rôle même d'un SI industriel, c'est de faire une supervision fonctionnelle sur un procédé industriel, mais souvent cela n'inclut pas la supervision des événements de sécurité. Autre famille de vulnérabilité, c'est l'absence de mécanismes de sécurité dans les protocoles et dans les équipements. Dans les SI industriels, il existe des protocoles de communication spécifiques qui n'embarquent généralement malheureusement pas d'authentification et pas de chiffrement. Et de plus, les équipements, donc principalement les automates, n'embarquent que très peu de fonctions de sécurité, notamment sur la gestion des utilisateurs. La non-maîtrise des sous-traitants et des fournisseurs est un autre gros problème. Les exploitants sont obligés de faire appel à des fournisseurs tiers qui proposent des solutions clés en main, packagées, pour laquelle l'exploitant n'a pas de visibilité et il ne peut pas gérer la cybersécurité de ses équipements. Le cloisonnement réseau est également une grande famille de vulnérabilités. On constate que le SI de gestion ou le SI bureautique est souvent interconnecté avec le SI industriel et que des défauts de cloisonnement sont présents, c'est-à-dire que le filtrage n'est pas assez fin et un attaquant pourrait passer du SI bureautique au SI industriel. Et on constate également des connexions directes à Internet, notamment pour des besoins de télémaintenance. Enfin, dernière famille de vulnérabilité, c'est l'absence de patch management. Souvent, on constate que l'inventaire des équipements n'est pas forcément à jour sur site, qu'aucune veille en vulnérabilité n'est faite et donc par conséquent qu'aucun correctif de sécurité n'est installé sur ces systèmes. Par conséquent, on ne peut pas appliquer les bons correctifs de sécurité et les systèmes restent vulnérables dans la durée. Dans ce tutoriel, on vous propose de démontrer l'absence de mécanismes de sécurité dans les équipements et dans les protocoles. Allons voir plus concrètement comment ça se passe avec Alexandrine. En avant! Comment fonctionnent ces équipements? Les équipements de notre maquette sont représentatifs de ce que nous avons rencontré sur le terrain, dans les usines. Et les défauts de sécurité que nous allons démontrer sont similaires pour tous les constructeurs d'automates. Notre maquette représente un train sur des rails et des bras robotiques. Alexandrine, tu peux nous en dire plus? Alors le train et les aiguillages sont pilotés par les automates du haut et les bras robotiques sont pilotés par les automates du bas. Deux types de supervision sont représentés. La supervision locale avec l'IHM de l'automate du haut au plus près des équipements industriels. Il permet notamment l'arrêt et le redémarrage du train. La supervision globale avec le logiciel dédié à l'automate. Ici à gauche, deux vues existent, la supervision du train ainsi que la supervision des bras robotiques. Votre défi, rentrer dans la peau d'un attaquant pour arrêter le train et capturer le drapeau à l'aide des bras robotiques en ciblant les automates. Comment attaquer ces automates? Deux hypothèses de départ.
Votre machine est déjà positionnée sur le réseau industriel. Vous disposez d'une VM Kali Linux disposant de nombreux outils et scripts spécifiques aux systèmes industriels. Pour arrêter le train, vous attaquez l'automate du haut qui le pilote. Vous lui envoyez des commandes via le protocole de communication spécifique à l'automate. Pour envoyer ces commandes, vous avez à votre disposition un script Python basé sur une bibliothèque spécifique sgetDB. Avec cet outil, il est possible de se connecter à l'automate et de lui envoyer des requêtes de lecture et écriture de ces variables. Les paramètres du script Python vous permettent de fixer en une seule ligne de commande le type de requête, lecture ou écriture avec l'option "-m", le numéro de la base de données sur laquelle vous allez lire ou écrire avec l'option "-db", l'adresse à partir de laquelle vous allez lire ou écrire avec l'option "-a", "-n", le nombre de valeurs que vous souhaitez lire ou écrire, "-d", la valeur à écrire si vous écrivez, et enfin l'adresse IP de l'automate. Pour savoir comment l'automate pilote le train, effectuez une requête de lecture s7getDB, "-a0, "-db 1, "-m r, "-n 8, 192 168 0 50, l'adresse de l'automate. L'adresse 1 possède la valeur 1. Que se passe-t-il si on la met à 0? On écrit donc sgetDB, "-a1, "-db1, "-mw, "-d0, 192 168 0 50. Le train est arrêté, bingo, c'est bien l'adresse 1 qui pilote le train. Mais comment attraper le drapeau dans ces conditions? Vous pouvez également faire la même chose en ciblant les aiguillages pour envoyer le train sur une mauvaise branche. Le même genre d'attaque est réalisable avec les automates du bas afin de mettre en mouvement les bras robotiques. Ici, le protocole de communication est Modbus. L'outil en ligne de commande mbtget permet d'envoyer des requêtes de lecture-écriture aux automates. Ici, les sorties de l'automate sont reliées aux valeurs des coils ayant une taille de 1 bit. Pour savoir comment l'automate pilote les bras robotiques, effectuez une requête de lecture sur les sorties de l'automate. On utilise donc mbtget, -r1 pour lire les coils, -a0, nous allons lire à partir de l'adresse 0, -n8, nous allons lire 8 valeurs, 192 168 0 52, l'adresse de l'automate. On remarque que toutes les adresses sont à 0. Que se passe-t-il si on passe l'une des valeurs à 1? Donc mbtget, -w5 1, nous allons écrire 1 sur l'une des adresses de l'automate, -a0, écrivons sur la première valeur, 192 168 0 52. Bien joué, le bras robotique a bougé selon l'un de ses axes. Et que se passe-t-il si vous écrivez sur une adresse différente? Donc cette fois-ci, mbtget, -w5 1, -a, essayons 1, 192 168 0 52. Le bras a bougé selon un autre mouvement. Il est donc possible de mettre en mouvement le bras robotique selon différents axes en fonction de l'adresse spécifiée. Essayez maintenant d'attraper le drapeau. Que retenir de tout ça? En conclusion, il est donc relativement facile de piloter de manière illégitime les automates industriels avec des outils implémentant les protocoles de communication industrielle. Pour ce faire, nous avons exploité deux vulnérabilités: l'absence de chiffrement et l'absence d'authentification. Si l'automate reçoit une commande qu'il comprend, il l'exécute sans se soucier d'où elle provient. Il est donc possible d'intercepter les communications avec des outils de capture réseau, de faire de la rétro-ingénierie sur les protocoles et de rejouer les requêtes de lecture et écriture. Il existe de nouvelles gammes d'automates plus robustes chez certains constructeurs qui parfois disposent de certifications de sécurité, mais qui restent encore peu déployées. Les principales solutions de sécurisation des SI industriels sont donc des solutions de cloisonnement et de filtrage afin de limiter au maximum, mais surtout de maîtriser les accès au réseau industriel. La sécurisation des SI industriels, c'est donc possible. Pour en savoir plus ou approfondir le sujet, suivez-nous sur Twitter pour connaître nos prochains ateliers sur les systèmes industriels ou rendez-vous sur notre blog Security Insider. Et si vous aussi vous avez envie de rejoindre l'aventure, rendez-vous sur weston.com.